Bonsoir à toutes et à tous. Sans le moindre complexe de la redite ou du remake, et en évitant de plagier qui que ce soit, j'ouvre cette conférence en ouvrant des guillemets. Par les premières pages du texte célèbre de Walter Benjamin, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, essai de philosophie de l'art qui date de 1935 initialement, qui connut plusieurs remaniements de l'auteur, avant de reparaître en allemand en 1939, l'année de Au hasard Ninotchka, et enfin dans sa version définitive en 1955, posthume donc, Benjamin s'étant suicidé à Portbou en Espagne, franquiste, le 26 septembre 1940. Donc ici, c'est la traduction française de Lionel Duvois aux éditions Alia de janvier 2003. Alors je vous préviens sans ménager de suspense, il n'y a pas de scoop. Benjamin n'a jamais parlé ou employé le terme remake, qui de toute façon n'existait presque pas encore à l'époque, j'y reviendrai. Et cependant, son fameux essai y renvoie en creux, souvent, en ce que, c'est ce que je crois est en train de faire apparaître, ce que Benjamin reproche au cinéma, sa reproductibilité technique à l'infini, qui priverait l'art de son unicité, de son originalité, au sens où une œuvre peut être définie comme œuvre originale et première, privée de cette aura qu'il a théorisée comme l'apparition d'un lointain, aussi proche soit-il, d'un hic et nunc, d'un ici et maintenant de l'art qu'il admire, et que le cinéma menacerait comme possible instrument du fascisme et propagation du nazisme. Son essai, donc, m'y renvoie en creux en ce que, donc, le concept de remake, en tant qu'il est spécifique au cinéma, on ne parle de remake que pour le cinéma, aurait pu le rassurer et relancer les dés de ces idées dont il faut, pour bien les comprendre, les remettre dans le temps où le texte fut écrit, les années 30. Donc c'est un texte d'alerte, de grande peur ou d'angoisse lucide, d'inspiration marxiste, bien sûr, mais doué d'une mélancolie et d'une mystique de l'art assez paradoxale, avec donc cette aura essentielle à sa pensée, du lointain contemplé qui nous revient. Benjamin s'est exilé en juin 1932 à Ibiza, puis en France en 1933, où donc ces lignes furent écrites. Et j'ouvre les guillemets. En principe, l'œuvre d'art a toujours été reproductible. Ce que des hommes avaient fait, d'autres pouvaient toujours le reproduire. Cette imitation était également pratiquée par les élèves pour s'exercer dans l'art, par les maîtres pour diffuser les œuvres, et enfin par des tiers avides de profit. À cet égard, la reproduction technique de l'œuvre d'art constitue quelque chose de nouveau, apparaissant par intermittence dans l'histoire, par poussées entrecoupées de longs intervalles, mais selon une intensité croissante. Les Grecs ne connaissaient que deux procédés de reproduction technique des œuvres d'art, la fonte et l'empreinte. Les bronzes, terre cuite et monnaie étaient les seules œuvres d'art à pouvoir être fabriquées en masse. Aucune autre ne pouvait être reproduite, ni dans son unicité, ni techniquement. Et avec la gravure sur bois, l'art graphique devint pour la première fois reproductible. Il le fut longtemps avant que l'écriture ne le devienne à son tour, grâce à l'imprimerie. Les immenses transformations qu'a introduites l'imprimerie, la reproductibilité technique de l'écriture dans la littérature sont connues. Eu égard au phénomène considéré ici à l'échelle historique, elles ne forment cependant qu'un cas exceptionnel, il est vrai de la plus grande importance. Au cours du Moyen-Âge, la gravure sur cuivre et l'eau-forte s'ajoute à la gravure sur bois, tout comme au début du XIXe siècle, la lithographie. Avec la lithographie, la technique de reproduction atteint un degré radicalement nouveau. Le procédé très concluant, qui consiste à séparer l'application du dessin sur une pierre de sa taille dans un bloc de bois ou de sa gravure chimique sur une plaque de cuivre, donna à l'art graphique la possibilité non seulement d'être produit en série, comme ce fut déjà le cas auparavant, mais aussi, pour la première fois, d'être mis sur le marché dans des réalisations sans cesse nouvelles. À travers la lithographie, l'art graphique devint capable d'accompagner le quotidien en l'illustrant. Il commença à tenir la cadence de l'imprimé. Dans ce commencement, il fut malgré tout déjà dépassé, quelques décennies à peine après l'invention de l'impression lithographique, par la photographie. Avec la photographie, la main fut pour la première fois délestée des plus importantes obligations artistiques inhérentes au procédé de la reproduction figurative, lesquelles furent désormais dévolues au seul œil visant dans l'objectif. En ce que l'œil saisit plus vite que la main ne dessine,
le processus de la reproduction figurative fut si formidablement accéléré qu'il put tenir le rythme de la parole. L'opérateur de cinéma, en tournant la bobine dans le studio, fixe les images aussi vite que l'acteur parle. Si la lithographie recevait virtuellement le journal illustré, la photographie contient de la même manière le film parlant. La reproduction technique du son fut entreprise à la fin du siècle dernier. Ces efforts convergents ont engendré une situation prévisible que Paul Valéry caractérise dans la formule suivante : comme l'eau, comme le gaz, comme le courant électrique viennent de loin dans nos demeures répondre à nos besoins moyennant un effort quasi nul, ainsi serons-nous alimentés d'images visuelles ou auditives, naissant et s'évanouissant au moindre geste, presque à un signe. Au XIXe siècle, la reproduction technique avait atteint un niveau tel que non seulement elle commença à faire de l'ensemble des œuvres d'art traditionnelles son objet et à soumettre leur action aux plus profondes transformations, mais elle acquit elle-même, la reproduction technique, une place parmi les procédés artistiques. Pour en étudier la portée, rien n'est plus instructif que de voir comment ces deux différentes manifestations, la reproduction de l'œuvre d'art et l'art cinématographique, agissent en retour sur l'art dans sa forme traditionnelle. Je ferme donc les guillemets. Ce que je viens de lire, et dont je lirai d'autres extraits comme une sorte de colonne vertébrale à cette conférence qui, en funambule, sans se casser la figure, j'espère, tantôt s'éloignera, tantôt reviendra au sujet du remake des Millennials, même si je préviens illico qu'à part West Side Story, les autres remakes dont je traite sont antérieurs à l'an 2000, mais quand même, ceux que j'aborde, à la première exception près, sont tous suffisamment éloignés de l'âge d'or hollywoodien, classique et du film original pour qu'on puisse déceler une sincère référence et déférence esthétique, et non, comme on soupçonne trop souvent le remake, une opération de basse finance pour surfer sur un succès de studio qui en détient les droits et qui le surexploite et l'essor commercialement par le remake, promis à reproduire l'exploit du premier film qui a beaucoup rapporté d'argent. Réputation quand même assez peu juste, et en tout cas partielle, quand on voit les remakes, y compris de l'époque, des films auto-remakes de Cécile B. 2000, par exemple, qui fut un des pionniers, avec The Squawman ou Les 10 Commandements, jusqu'aux deux Elle et lui, de Léo Macaret, dont je profite d'ailleurs pour citer ici une fois pour toutes l'existence d'un atroce remake de 1994 avec Warren Beatty et Annette Bening et Katharine Hepburn dans un de ses derniers rôles, elle fait la grand-mère, qui est la tannée absolue et une honte. Benjamin, donc, ne parle pas jamais de remake, et en 1935, ce sont d'autres choses autrement prégnantes qui l'inquiètent et le terrorisent sans doute. Et c'est donc l'idée de la reproductibilité technique de l'œuvre d'art, de son déclin, du déclin d'une authenticité que Benjamin place au-dessus de tout, à cause de ce pouvoir de reproduction à l'infini par la technique photosensible du cinéma, qui rendrait dorénavant l'expression de l'art irrémédiablement inauthentique. Et la seule chose dans ce grand texte marxiste, à la fois très dépassé aujourd'hui et remarquablement contemporain de notre époque, dans le remake possible de l'histoire de la guerre mondiale et parallèlement de ce que notre monde propose à nouveau, comme dans les années 30, de radicalement novateur et révolutionnaire techniquement, l'IA, la réalité virtuelle, les réseaux sociaux, la réalité à domicile, les plateformes, etc. La seule chose ainsi qui peut lui être reprochée à Benjamin n'est pas tant son ambivalence envers un cinéma dont il ne sauve pas grand-chose, sauf Chaplin, qui n'avait pas encore tourné Le Dictateur, mais d'avoir pensé l'art cinématographique comme intrinsèquement, possiblement, du côté du fascisme. À la place de Benjamin, intellectuel juif allemand, on ne pouvait mieux exprimer la terreur de ce qui se jouait dans ces années 30, de la montée de la reproductibilité industrielle de la mort, des massacres de masse qui culminent dans l'extermination nazie des Juifs dans les camps de la mort. Les questions de Benjamin face au cinéma, on les retrouve, elles se répètent, comme un remake au ralenti, dans les questionnements qui assaillent notre époque de toutes parts, avec non plus la reproductibilité, mais la désintégration de la chose réelle que promet la technique de l'IA, c'est différemment deep fake, et ce n'est plus le taylorisme et le remake, c'est le transhumanisme et la disparition de tout référent réel progressivement. Et il faut reprendre, dans cette relecture via le remake que je me propose ici, le texte de Benjamin à cette lumière réactualisée là, en prenant en compte ses défauts, le côté dépassé de sa pensée, ainsi de sa mystique élitiste de l'art avec son aura et son authenticité toute une, que détruisait d'après lui le cinéma,
cette multitude de copies et de productions culturelles, cet art trivial et cette industrie qui s'adressait aux masses fascistes et petites bourgeoises pour lui, contrairement aux classes, et cependant en admirant combien aussi il alertait, à juste titre, sur le danger de l'art pour l'art en tant que théologie négative et théorie fondamentalement fasciste, ainsi les théories grandioses, bellicistes et morbides du mouvement futuriste italien. Enfin oui, il aurait fallu que Benjamin accepte que le cinéma est un art inauthentique, impur et sans cette unicité de la peinture, du théâtre et de la littérature qu'il regrette, mais une industrie. Une industrie et un art industriel qui fonctionnent en reproductibilité à la chaîne sans qu'on puisse dire de telle ou telle copie, voici l'objet originel ou original, authentique du film. Or, le remake semble d'une certaine manière être cette figure absolument spécifique au cinéma, donc, qui parvienne à faire mentir ça et complaise, anachroniquement, à Benjamin. Puisque le remake, par définition, à partir du moment où il entre en production, entre donc par là même dans un processus de reproduction, créant de fait et rétroactivement sa version originelle, originale et finalement authentique, la dite alors première version, qui sans lui, sans le remake, n'existerait pas en tant que tel, en tant qu'original. Le West Side Story de 1961 est devenu un film original, doué des qualités d'objet authentique, unique et premier, le jour où Spielberg en a tourné le remake. C'est le complexe, mais aussi le paradoxe du remake, que de se créer comme instantanément œuvre de seconde zone et mineure, comme il y a des citoyens de seconde zone aux yeux des puristes fascistes, dans l'ombre d'un modèle qu'il a lui-même créé comme œuvre première et authentique. Le remake, par son existence soudaine, imprévue, que le film qui a servi de modèle ne pouvait pas prévoir, inscrit alors une finitude, un coup d'arrêt dans la pensée de la reproductibilité éternelle, où tout se vaut, qui aurait plu à Benjamin, marxiste élitiste, puisque le remake introduit cette origine artistique et rétablit un hic et nunc dans la machinerie infernale d'apprenti sorcier du cinéma, où un film chasse l'autre, un film que, contrairement à un tableau, on ne peut pas accrocher dans un musée comme œuvre unique au sens de sa production et devant quoi se recueillir en petit comité privilégié, ce qui avait sa préférence. Pour ironiser sur ça, sur le paradoxe du remake qui, dans sa répétition finie, lutte contre le reproductible infini et œuvre pour une répétition limitée et artistique de l'art industriel capitalo-impérialiste, à toute seigneur, tout honneur. Good evening, Gaston. Good evening, monsieur. Is this what you call the butler? Yes. Good evening, comrade. This man is very old. You shouldn't make him work. He takes good care of that. He looks sad. Do you whip him? No, but the mere thought makes my mouth water. The day will come when you'll be free. Go to bed, little father. We want to be alone. Please. Calm down, girl. There have been several telephone calls. Go to bed, little father. Now, may I offer you a drink? Thank you, I'm not thirsty. Perhaps something to eat. I've had all the calories necessary for today. Oh, yes, all the calories. What do we do now? Shall we have some music? Is that customary? It helps. It has ever since King David wooed Bathsheba with his harp. Not being so fortunate as to have my harp at hand, I'll turn on the radio. If there's anything you'd like to study, please go ahead. I've nothing to conceal. This is my desk, these are my books, and here am I. Where shall we begin? I will start with you. Excellent. Now, let's see. I'm 35 years old, just over 6 feet tall, and weigh 182 pounds stripped. What is your profession? My profession? Keeping my body fit, keeping my mind alert, and keeping the landlord appeased. That's a full-time job. And what do you do for mankind? For mankind? Yes, not so much for mankind. But for womankind, my record isn't quite so bleak. You are something we do not have in Russia. Thank you.
That's why I believe in the future of my country. Yeah. I'm beginning to believe in it myself since I met you. I still don't quite know what it's all about. Confuses me. Frightens me. But it fascinates me. Ninochka, you like me just a little bit? Your general appearance is not distasteful. Thank you. The whites of your eyes are clear. Your cornea is excellent. Your cornea is terrific. Ninochka, tell me, you're so expert on things. Can it be that I'm falling in love with you? Why must you bring in wrong values? Love is a romantic designation for a most ordinary biological, or shall we say chemical process. A lot of nonsense is talked and written about it. Oh, I see. What do you use instead? I acknowledge the existence of a natural impulse common to all. What can I possibly do to encourage such an impulse in you? You don't have to do a thing. Chemically, we're already quite sympathetic. You're the most incredible creature I've ever met. Ninochka. Ninochka. You repeat yourself. Yes, I'd like to say it 1,000 times. You must forgive me if I seem a little old-fashioned. After all, I'm just a poor bourgeois. It's never too late to change. I used to belong to the petty bourgeoisie myself. No. My father and mother wanted me to stay and work on the farm, but I prefer the bayonet. The bayonet? Did you really? I was wounded before Warsaw. Wounded? How? I was a sergeant in the 3rd Cavalry Brigade. Would you like to see my wound? I'd love to. A Polish lancer. I was 16. Poor Ninochka. Poor Ninochka. Don't pity me. Pity the Polish lancer. After all, I'm still alive. Donc, cette réplique magnifique, You repeat yourself. Je risque, moi aussi, MeToo, de répéter beaucoup de choses déjà dites, mais que j'ignore encore, sur le remake, pour lequel toute une épaisse bibliographie existe, et en particulier anglo-saxonne. Je n'ai pas tout lu, très loin de là. Je vais donc répéter et faire des redites sur le remake, qui est, lui, la répétition même, mais qui, lui, contrairement à moi, ne peut pas ignorer ce qu'il répète, ce qu'il reprend, enfin, et j'emploierai le mot dorénavant, ce qu'il remake, du verbe remaker. Bon, de toute façon, jour après jour, nous passons le plus clair de notre temps à nous répéter, hélas pour la camarade Garbeau, à rabâcher, à redire autrement ce qui fut dit par d'autres au fil des âges immémoriaux, à bégayer l'histoire, à répercuter ce que le monde nous représente quotidiennement, et combien les techniques nouvelles de propagande, non plus inauthentiques ou impures telles le cinéma, mais tout bonnement complètement fausses, proprement fake, disséminent et déréalisent dans un retour douteux à un idéal transhumain et transartistique de pureté. Alors on a basculé de l'inauthenticité au pur fake, du mensonge à la vérité alternative et de la propagande de masse au bullshit viralisé. Combien donc les techniques de propagande nouvelles conspirent à vouloir nous en remontrer, à nous dresser à des perceptions neuves très inédites, la question étant alors de reconsidérer le passé à cette aune nouvelle, comme la fonction de tout remake est aussi de redire autrement les choses pour notre temps, les idées de notre temps, les mœurs et l'état des formes des techniques, d'art et d'expression, sous ce nouveau jour menaçant qui se lève au-dessus de nos yeux vissés aux écrans, aux images et aux infos colportées par IA. Il y a bien pire que l'inauthentique de l'œuvre d'art, cher Walter Benjamin. Il y a l'indiscernable total. Donc, I will repeat, but not myself, j'espère, beaucoup de choses déjà dites sur le sujet. Qu'importe, il le faut, c'est bien la leçon du remake. Cette leçon que rien ne peut être jamais tenu pour acquis, on s'en rend compte chaque jour depuis Ninochka, qui date de 1939, du début de la Deuxième Guerre mondiale, alors que l'URSS avait signé le pacte de non-agression germano-soviétique, ce qui fait que le film de Lubitsch est à Staline ce que son To Be or Not To Be sera à Hitler 3 ans plus tard, en 1942. Oui, on réalise tous les jours qu'il faut se rafraîchir la mémoire et, le mot serait sans doute encore plus juste, qu'il faut rafraîchir l'oubli, et de préférence à la peinture fraîche, comme l'indique avec une évidence émouvante tout de suite l'ouverture de West Side Story dans son remake de 2021, et l'on verra l'extrait tout à l'heure. Donc le remake est spécifique, il n'y a de remake qu'au cinéma. On ne parle pas de remake en littérature ou en musique ou en peinture.
André Bazin, pour l'une des premières occurrences du terme en français, dans le numéro 5 des Cahiers du cinéma de septembre 1951, où il traite d'abord de façon différente le mot « reprise », les reprises en salle d'exploitation d'un film, phénomène nouveau à l'époque, hors les seuls ciné-clubs et les cinémathèques, papier intitulé « À propos des reprises », emploie dans un second temps ce mot neuf, remake, dans son sens différent à lui, soit, j'ouvre les guillemets, le remake, qui n'est autre chose que la réactualisation d'un film, ne présente, avec la mise en scène théâtrale, qui remet au goût du jour la représentation d'un texte ancien, qu'une analogie superficielle, car le texte est l'essentiel de la pièce, son noyau imputrescible, quand la mise en scène du film ne se peut pas plus distinguer du scénario que le corps de son âme. Tourner à nouveau un film équivaut à réécrire la pièce, et l'on ne réécrit pas l'avare. C'est aussi vrai des réimpressions littéraires ou des copies de tableaux. Le remake au cinéma, au contraire, recrée et renouvelle quelque chose d'un original. Disons-le donc, le remake en tant que réactualisation, comme dit Bazin, n'est pas le signe décadent de la reproductibilité infinie, et pas plus d'un éternel retour du même, d'ailleurs. Au contraire, il est le signe d'un renouvellement, le lieu d'un « tout est à nouveau possible ». Il a, dans son rapport volontairement référencé au passé, une volonté de faire lien au présent, de transmettre, de relancer les dés vers l'avenir des représentations, intégrant ce qui est en train de changer, ce qui demeure, ce qui menace et ce qui, alors peut-être, est encore de l'ordre de l'utopie et de la beauté. Remaker, c'est réespérer, se remettre à pied d'œuvre en s'offrant simultanément une origine. Le premier film, grâce au remake, et je le répéterai aussi souvent qu'il le faudra pour que ce soit bien clair, devient automatiquement l'original, même si sa copie est tout sauf conforme et qu'elle acquiert elle-même par ricochet une qualité d'inédit par sa redite. Pour reprendre l'image héraclitéenne, on ne se baigne jamais deux fois dans le même film, surtout si c'est son remake. On voit comme le remake n'est pas une reproduction à l'identique, une simple copie, mais une recréation ressemblante et référente, avant toute chose, conférant le statut de création authentique à l'œuvre première. Seulement, sans plus l'aura benjaminienne, je le cite opposant Thrace et Aura dans Paris, capitale du XIXe siècle, publié à titre posthume en 1982. Il dit « La trace est l'apparition d'une proximité, quelque lointain que puisse être ce qu'il a laissé. L'aura est l'apparition d'un lointain, quelque proche que puisse être ce qu'il évoque. Avec la trace, nous nous emparons de la chose, avec l'aura, c'est elle qui s'empare de nous. » Entre parenthèses, c'est amusant quand on est cinéphile de penser au film de Laura de Otto Preminger et au personnage du détective joué par Dana Andrews, que le tableau de Laura, Jim Turney, disparu, fascine et littéralement possède et qui s'empare de lui. Il ne s'agit plus dès lors du saisissement de l'ici et maintenant de Laura, mais avec le remake d'être comme subjugué par un ailleurs et jadis, repris aujourd'hui dans l'unicité rétrospective d'une œuvre, d'un film, alors fixé dans sa première fois originelle et cristallisé finalement dans son aura été. Ninochka aura été, quand alors Sitcharis aura dansé. Goodbye, little brother. Why do you do that? Because you're absurd and irresistible. Ninochka, don't you like me at all? The arrangement of your features is not entirely repulsive to me. Oh, thank you. Thank you. Don't you think in time you might go a little further than that? I have not seen the rest of you. Ninochka. Ninochka. You are repeating yourself. Won't you sit down? Why do you do that? Don't you like music? Does not interest me. I suppose you use it to induce a more romantic mood. Yes, by heaven I do. Then should you not turn the lights down? Yes, I should. Is this what is known as the courtship? Yeah. The build-up. The pitch. Then I shall get out my little black book and make notes. I have disturbed you. In a way, yes. Because you have a schoolboy approach to life.
In Russia, when someone wants someone, he says, you, come here. Oh, you mad romantic Russians. If you had studied Kamachev, you would know what I am talking about. Who's Kamachev? He was one of our greatest scientists. He has proved beyond any question that physical attraction is purely electrochemical. You don't say. Kamachev has proven it. For 30 years he worked. I happen to have worked on the same subject for about the same amount of time, and I have very good reasons for believing otherwise. Facts are facts. When the electromagnetic of the he-male meets the electromagnetic of the female, if right away she should say, this is the male, it's a chemical reaction, that's all. And though you fascists may answer with hisses, the same applies when you're Mr. and Mrs. Hey diddle diddle with middle class kisses. It's a chemical reaction, that's all. Alors, le film, normalement, est en cinémascope avec un format beaucoup plus allongé. Donc, l'aura de Garbo, désolé pour Walter Benjamin, et la réplique au sens répliquant de Charis, c'est la tête et les jambes, comme on verra chez Robert Wise et Steven Spielberg dans les deux West Side Story, que c'est le décor de la ville de New York la première fois et ses ruines la seconde. Ninotchka et la Belle de Moscou, comme on verra aussi avec Victoria, se passent en France et à Paris pour l'essentiel. Il y a un souci évident de complémentarité en miroir, ce que Lubitsch a fait. Rouben Mamoulian, le cinéaste qui a réalisé La Belle de Moscou, en assure le reflet, la tête et les jambes. Alors, c'est la tête d'un côté, Garbo et son port de tête, et son chapeau remplaçant le béret qu'on a vu, mais je ne vais pas passer l'extrait avec le petit chapeau en entonnoir qu'elle laissait plus tard, le bibi bizarre à la mode de Paris, qu'elle se met sur la tête, l'air perplexe devant son miroir. Garbo, c'est l'intellect, la tête, le rire. La pub de Ninotchka prenait pour slogan que c'est la première fois Garbo laughs, Garbo rit, sachant que si c'est la première, il n'y aura par suite qu'une seule seconde fois dans La femme aux deux visages, qui sera son dernier film, signé Cukor, où, ironiquement, Garbo se remake en double d'elle-même, se réinvente en mieux en sa propre sœur jumelle. De l'autre côté, ou plutôt en face, dans La Belle de Moscou de Mamoulian, créant un diptyque rétrospectif qui inverse tout, l'écran large en miroir de l'écran carré, l'utilisation de la musique romantique, le technicolor en miroir du noir et blanc, et même les emplacements inversés dans les plans respectifs, la lampe, elle à gauche et lui à droite, devenue elle à droite et lui à gauche. Donc de ce côté-là du miroir, près de 20 ans plus tard, Charis est moins drôle, moins spirituelle, mais elle apporte l'aplomb et le mouvement élastique de la danseuse. Désolée, je n'ai pas pu passer un numéro de danse. Là, elle chante, même si ce n'est pas elle qui chante. Son port non plus de tête, mais son maintien. Et alors le port de la lingerie, les fameux bas de soie, Silk Stockings, le titre original du film. Car bien sûr, de son côté, les jambes priment. Les jambes de Sid Charis étaient assurées à plusieurs millions de dollars. Les jambes, la danse et le quant à soi de la chorégraphie en chambre, de la romance intime avec Fred Astaire et les chansons de Cole Porter. Ainsi, les accessoires, bibi extravagant ou bas de soie, Garbo ou Charis, selon la version, disent quelque chose de différent de chaque actrice-autrice, de leur persona, si ce n'est, maintenant je fais gaffe à l'emploi du mot, de leur aura. Garbo, de plus, avait déjà tourné avec Rouben Mamoulian en 1933 dans La Reine Christine. La Belle de Moscou date de 1957, dernier feu de l'âge d'or hollywoodien, et même année que la création à Broadway de West Side Story. Pour vous dire combien, à force de s'absorber dans les remakes, et si on les définit par leur relance constante d'un tout état nouveau possible, on a une fâcheuse tendance à être pris du vertige que, à la fin, tout se tient par un fil de nylon ou de soie. Ainsi, donc, 1933, année cruciale. Année de la Reine Christine, donc, mais loin de Hollywood de ses immigrés, comme Garbo est une immigrée, Mamoulian aussi, et Lubitsch aussi. Dans l'Allemagne nazifiée que Walter Benjamin a fui l'année précédente, et c'est bien en 1933 qu'il s'installe en France, tandis que ses amis Bertolt Brecht et Ernst Bloch s'exilent en Amérique, apparaît un petit film qui connut un franc succès, intitulé Victor und Victoria. 1933, c'est aussi l'élection d'Adolf Hitler chancelier d'Allemagne et l'incendie du Reichstag.
1933, c'est de façon totalement anodine par ailleurs, sauf ici pour nous ce soir, la première fois qu'est relevé dans la presse l'emploi substantivé du mot remake aux USA. Un remake et non plus to remake, qui existait bien sûr déjà pour dire refaire, reproduire. L'emploi s'en fit à la sortie en 1933 du drame de Sidney Franklin, Smiling Through, qui était un auto-remake avec Norma Shearer, par le même donc Sidney Franklin de son film du même titre de 1922 avec Norma Talmadge et qui sera remaké en 1941 par Frank Borzeghi pour la MGM. 1933, c'est aussi l'année où sortent 3 films qui donneront lieu à divers remakes et déclinaisons en série, King Kong, L'île du Docteur Moreau et L'homme invisible. Et comme je n'aurai pas le temps ensuite, je tiens tout de suite à saluer parmi les plus beaux films de ces dernières années, et là on est bien chez les millennials, 2 remakes de ces années 30 et 40 là, qui prennent le parti d'aborder le côté féminin des contes revisités, et signés par l'acteur devenu cinéaste Lee Whannell pour Blumhouse, Invisible Man 2020 et Wolfman 2025. Donc 33, L'homme invisible, tandis que le premier film à loup-garou de Wolfman, réalisé par Kurt Siodmak, au demeurant mauvais film, date de 1941. Enfin, 33, pour rester dans cette atmosphère des temps actuels comme possible et mauvais remake des années 30, comparaison à laquelle cette conférence donne libre cours depuis le début, on aura noté, 1933 est aussi l'époque finissante d'une culture de la Mittel Europa, bientôt foulée aux pieds par le fascisme et les autodafés du national-socialisme, et en grande part jugée par eux comme art dégénéré, d'une culture enjuivée et efféminée, woke on dit aujourd'hui, qui elle est émigrée pour l'essentiel à Paris et à Hollywood. Cela, cette culture Mittel Europa, c'était l'entre-deux-guerres, des années 20 aux années 30, la parenthèse des années folles, comme un remake, Victor Victoria de Black Edwards en 1982, le décrira rétrospectivement en Gay Paris. Sans plus prendre les gants de ses prédécesseurs, Black Edwards ne rusait plus subtilement avec la censure comme ses prédécesseurs. Donc. Enfin, 1933, c'est aussi l'année où Fritz Lang, ayant selon la légende refusé à Goebbels de travailler pour un cinéma nazifié, fuit à Hollywood réaliser ses plus grands films après un passage par Paris, Lilium 1934, un remake aussi, Lang qui fera 2 remakes à la hollywoodienne de films de Jean Renoir, comme on sait, remake de La Chienne et de La Bête humaine, à savoir La Rue Rouge, 1945, avec John Bennett, que personnellement je préfère au film original, et Désirs humains, avec Gloria Graham, en 1954, au-dessous, pour moi cette fois, de l'adaptation originale de Zola par Renoir. Victor und Victoria, 1933 donc. Le film allemand est réalisé par Reinhold Schunzel, ainsi qu'une version française, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, on faisait une version allemande, version française, sorti en février 1934 en France et co-réalisé par Roger Lebon, qui avait été de Victor Victoria réintitulé Georges et Georgette. Reinhold Schunzel était acteur, réalisateur, scénariste et producteur très populaire dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, et c'est peut-être la raison, cette popularité, pour laquelle, bien que d'ascendance juive, il fut un temps épargné par le Troisième Reich. Comme son film Victor und Victoria, du reste, pourtant assimilable par les nazis à un art dégénéré, le travestissement étant interdit par les tenants de la pureté aryenne, sans compter les sous-entendus sexuels innombrables qui parcourent ce film de burlesque, au sens de cabaret. Et le film très osé n'avait pas été censuré, et au contraire même salué à sa sortie. Il faut dire aussi que c'est un excellent film. Schunzel s'exilera aux États-Unis finalement en 1937, où il interprétera des seconds rôles, ironiquement, comme beaucoup de ses compatriotes immigrés avec lui, des rôles de nazis, des gestapistes et d'Allemands inquiétants, dans des films aussi importants que Les bourreaux meurent aussi, de Fritz Lang et Bertolt Brecht au scénario, Hitler et sa clique, de John Farrow, Le Château du Dragon, de Mankiewicz, Les Enchaînés, d'Hitchcock, ou Berlin Express, de Jacques Tourneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est lui qui fait le clown criminel de ce très beau film de Tourneur. Il y aura 3 remakes réels de Victor und Victoria, je veux dire en ignorant les versions françaises. L'un de 1935, soit juste 2 ans après le premier, qui a pour titre First a Girl,
est un film anglais de Victor Saville, à voir absolument, c'est un très bon film aussi, où joue d'ailleurs Anna Lee, dans le rôle très tardivement et très différemment repris par Leslie Ann Warren dans le Black Edwards. Anna Lee, qui interprète le rôle principal dans Les bourreaux meurent aussi, scénarisé par Bertolt Brecht, l'ami et penseur proche de Benjamin. Puis un remake allemand très oubliable en 1957, mais avec Annie Cordy, en couleur, qui est, je rappelle, 1957, l'année de la création de West Side Story sur scène et de La Belle de Moscou. Voici une des scènes les plus virtuoses du film original, Victor Room Victoria, et qui ne figure pas dans le remake terminal de Black Edwards. Mais elle nous permet de plonger dans le vertige mimétique des genres, des sexes et des remakes. Nicht rasiert? Nein. Na also. Imiter, est-ce remaker? Remaker, est-ce mimer? En tout cas, c'est étaler par deux, faire la paire à minima, et mettre deux choses en miroir pour renvoyer le reflet d'un modèle et, comme ici, prendre modèle sur lui, reflet infidèle, inauthentique, contrefait et travesti, et encore heureux, c'est même un principe de la comédie, comme on voit bien dans la scène.
Le remake est le reflet, en ce qu'il est unique, on n'a qu'un seul reflet à ma connaissance, qui s'oppose au signe de déclin de la création sacrée et oratique que la reproductibilité technique corrompt en production de masse païenne, reflet qui renverse la tragédie, selon Benjamin, de la décadence du cultuel en culturel, de l'art rituel en industrie culturelle. Le remake est reflet et résonance, écho et ressouvenance. Il est le contraire d'un art décadent, car il n'est jamais parodique ni postmoderne. Au contraire, il a pu se revendiquer aux yeux du fascisme sous toutes ses formes qu'il nargue à distance, comme donc art dégénéré contre le décadent du nazisme, dégénéré, inauthentique, impur et brillant. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si les deux genres majeurs de prédilection du remake sont la comédie, et musicale en particulier, qui joue sur la confusion des genres, des rôles masculins, féminins, etc., et le film d'horreur ou fantastique, qui fait presque toujours office de métaphore politique, en reflet critique de la société, qui engendre ses propres monstres à chaque génération. Selon Benjamin encore, je rouvre les guillemets, l'œuvre d'art reproduite devient de plus en plus la reproduction d'une œuvre d'art destinée à être reproduite. Quantité d'épreuves sont par exemple possibles à partir d'une plaque photographique. La question du tirage authentique n'a aucun sens. Mais dès l'instant où le critère d'authenticité échoue à évaluer la production artistique, c'est toute la fonction sociale de l'art qui s'en trouve bouleversée. Au lieu de se fonder sur le rituel, elle prend appui sur une autre praxis, la politique. Faire de cet art inauthentique, Faire de cet art inauthentique et impur du remake une forme dégénérée qui s'oppose politiquement à l'art pour l'art dans sa folie de pureté, c'est donc bien le principe. Et on peut se laisser porter par le vertige qui nous saisit devant les mimétismes maladroits, burlesques, et les miroirs reflétés en abîme où tout se relance chaque fois des genres et des sexualités mis sans dessus-dessous à chaque version de Victor Victoria, qui est peut-être avec West Side Story et Elle et lui, le remake clé de l'histoire du cinéma. Victor Victoria, 1982, est la cristallisation absolue de ses prédécesseurs. Il emprunte un peu à chacun et se réinvente génialement, prédécesseurs enfin justifiés et exaucés, hors du placard, via Black Edwards dans leur confusion des genres et de l'homo-hétéro-bisexualité, et jusqu'au transgenre affirmé, hommage à un âge classique du cinéma qu'il pousse au bout de sa splendeur transgressive. West Side Story, lui, en tant que remake méta, en tant que film émouvant sur le cinéma, et alors de façon beaucoup moins théorique que le Psycho de Gus Van Sant refaisant Psychose en 1998, West Side Story répète le drame. C'est le remake tragique des deux bandes opposées qui se réaffrontent en miroir à distance des années et des déterminismes sociaux. Film où tout est vertige vertical en plongée systématique. Victor Victoria, par Black Edwards, opère, lui, disons comme ça, le remake-up genré, le remaquillage achevé et le transformisme fardé. Des nanas et des mecs, remake des mecs par les nanas, et vice-versa, des nanas par les mecs, avec ce grand personnage de Toddy, joué par Robert Preston, acteur hollywoodien viril chez Douane, par exemple, à la Rock Hudson, mais lui dans des seconds rôles, qui, dans le Black Edwards, fait imploser tout ça de manière ridicule et bouleversante. Il y fait carrément son coming out. Étudier les remakes à distance des années, c'est considérer l'aptitude à se recréer d'un film, à se renouveler, c'est voir comment les genres se mettent entre eux à rimer, comme aussi les divers remakes font des rimes, les rimes du remake, pauvres ou riches, passionnantes, jeux de va-et-vient qui ne cessent de remonter et de redévaler le temps. Dans cette acception du remake-up, de la réinvention de soi-même, la voix, l'opérette des premières versions, parce que dans les premières versions, contrairement au Black Edwards, ils chantent y compris dans la vie de tous les jours, c'est pas seulement sur scène au cabaret, c'est vraiment une opérette. Donc la voix, l'opérette des premières versions, la chanson, la tessiture plus ou moins basse ou haute, c'est la base, la voix. Refaire, c'est contrefaire. Sa voix, son sexe, son genre, ses affinités électives. Et Victor Victoria, quelle qu'en soit la version au fil des âges, est une œuvre totalement travestie, comble de l'inauthentique, dont les reprises approfondiront la majesté et le trouble de la mise en abîme ce qu'il y a de spectaculairement ambivalent et de trouble dans le genre. Le récit tout de faux semblant,
a pour postulat qu'une femme est un homme, qui est un comte aristocrate polonais, qui en fait était une actrice dans la misère, qui se travestit en homme pour gagner de quoi subsister, et séduit un homme riche et hétéro qui s'y est un temps laissé prendre. Bon, ça en gros pour résumer le postulat du film. Il suffisait alors d'une voix haut perchée que l'actrice faisait redescendre dans les octaves, et surtout d'une perruque. Car la constante entre toutes les versions, qui sont très différentes les unes des autres, c'est ce geste de défi rayonnant de retirer sa perruque pour dévoiler ce que l'on est par le travestissement paradoxal et l'abîme sous nos pieds et sous nos yeux qui s'ouvre à partir de là. Il y a un grand jeu de genre et de classe dans les Victor Victoria, dont la version originale est contemporaine de l'opéra de Katsu, de Brecht toujours et Kurt Weill, créé en 1928 à Berlin et en 1930 à Paris. La pauvreté des sociétés des années 30 qui a suivi la Grande Dépression est dans les films l'élément déclencheur de la grande blague transformiste. On n'y imite pas seulement le genre opposé, mais aussi la classe supérieure. On passe de la robe en loques au smoking. On est bisexuel et biclasse, et on imite et on joue pour échapper à sa condition. En 1982, Julie Andrews affirme avoir pris exemple sur ses partenaires, James Garner, qui joue King Marchand, le gros macho gangster, et donc Robert Preston, Toddy, le cabot comédien homosexuel, pour les scènes où elle devait remaker la masculinité. Je la cite. « Les hommes sont plus calmes que les femmes. Ils font beaucoup moins de gestes, de mouvements qu'elles, avec les mains notamment, mais aussi avec le visage, les sourcils. » Et on verra en grand finale d'artifice tout à l'heure les extraits des différentes phases dites des perruques de tous les Victor Victoria dans leur ordre chronologique. Encore un peu de patience. Je reviens à cette idée qu'il y a deux genres se prêtant nettement plus que tous les autres au remake, la comédie et par extension la comédie musicale d'une part, le cinéma d'horreur et fantastique d'autre part, et en revanche par exemple très peu le western, le film noir ou d'action par comparaison. Il y a donc le genre roi et le genre reine du remake, qui n'est lui pas considéré comme un genre en soi, mais plutôt comme une sorte de dérivé cinématographique. Le genre queen, la comédie gay à tous les sens, et le genre king, le fantastique, hommage en passant à Stephen King, dont l'œuvre a été très très adaptée et remakée au cinéma. Donc le genre roi et le genre reine, oui, et qui sont cependant deux genres populaires. Il a existé d'ailleurs une vogue ou une mode ou un filon, si l'on considère l'intérêt commercial à la réexploitation d'un film à succès, une vogue de remakes musicaux de films au départ seulement parlants. Dans La Belle de Moscou, remakant Ninochka, c'est la figure que je vous présente ici en maître étalon. Or, il y a eu tout un tas à Hollywood de films comme ça, qui partaient de la comédie et devenaient musicales, comme My Fair Lady, remake de Pygmalion, ou l'auto-remake de Howard Hawks, qui refait Ball of Fire, Boule de Feu, avec Barbara Stanwyck et Gary Cooper, en si bémol et fa dièse, avec Daniké, 8 ans plus tard. Par ailleurs, Boule de Feu, c'est un remake de Blanche-Neige, façon quasi Tex Avery. Le plus souvent, donc, des comédies pures deviennent musicales. Plus tardivement, le genre fantastique et d'horreur, par sa nature sérielle, son goût immodéré du serial, des suites au reboot, en passant par les préquels hors les simples remakes, est le source des contes qu'il revisite, les figures du croque-mitaine, de l'ogre, des démons et des sorcières, des loups et autres monstres légendaires, mi-hommes, mi-animaux, mi-serial killer, mi-père de Laura Palmer, comme via la reprise des grandes figures monstrueuses modernes de la littérature, les Frankenstein et les Dracula, base du phénomène du revenez-y horrifique. Le fantastique est le genre impur par excellence et le plus propice au remake. Il en a fait un peu sa chose, une figure de style et une forme d'expression attitrée. Je ne vais pas, entre Carrie, L'Exorciste, La colline à des yeux, enfin, il y en a plein. J'avance expressément deux noms ici, chacun ayant fait du concept de remake un style, remake officiel ou masqué, et qui pour moi sont à eux deux les deux jambes d'un cinéma du remake, la comique et la fantastique, si un cinéma du remake existe. Black Edwards, par conséquent, dans la comédie, et dans le fantastique, John Carpenter.
about the jack-o'-lantern? After the movie. What about the rest of my comic books? After the jack-o'-lantern. What about the boogeyman? There's no such thing. Richie said he was coming after me tonight. Do you believe everything Richie tells you? No. Tommy, Halloween night, it's when people play tricks on each other. It's all make-believe. I think Richie was just trying to scare you. I saw the boogeyman. I saw him outside. There was nobody outside. There was. What did he look like? The boogeyman. We're not getting anywhere. All right. The boogeyman can only come out on Halloween night, right? Right. Well, I'm here tonight. I'm not about to let anything happen to you. Promise? Promise. Can we make the jack-o'-lantern now? Let's go. Terrific. Hello? Who's there? Oh, is this one of your cheap tricks? Guess not. No tricks for Annie tonight. Here she is. Get her for me, will you? She's washing her clothes. Look, just tell her it's me, okay? Okay. What a story. Hey, Barn! Hold him, Scott. Annie, Paul called! Ow! You locked yourself in. I know! Oh, my foot! I'm stuck! Now promise me you won't tell anybody about this. She got stuck in the window. She'll be right here. Hello? Hi, Annie. Oh, hi, Paul. Stuck, huh? All right, cut it out. It can happen to anyone. Sure, stuck in the window. Yeah, but I've seen you stuck in plenty of other positions. My parents are gone. Oh, that's fabulous. When did they leave? About a half hour ago. Oh, utterly fantastic. So why don't you just walk over? You come and pick me up. Well, I can't come now. My clothes are in the wash. Well,
Oh, shut up, jerk. God, I've got a shirt on. That's all you ever think about. I think that's all you ever think about. That's not true. I think about lots of things. Now, why don't we not stand here talking about them and get down to doing them? Lock your doors, bolt your windows, and turn off the lights. Don't go away, 'cause here's a scene. I'm scared. Well, why are you sitting here with all the lights off? I don't know. Well, come on, get your coat. We're going to pick up Pa. I don't want to. Look, Lindsay, I thought we understood each other. I want to stay here and watch this. Okay. Well, if I can fix it so you can watch TV with Tommy Doyle, would you like that? Yeah. Well, come with me. Halloween 1978 n'est pas un remake. Par contre, il deviendra le premier d'une longue série. Il compte, tout film confondu, pas moins de 13 remakes, reboots et suites, jusqu'à à ce jour 2022, avec Halloween Ends, où revient Jamie Lee Curtis. Donc 13 films sur près de 50 ans, ce qui ne rajeunit personne. Carpenter ne réalisa et n'écrivit avec Debra Hill que le premier, qui est ainsi par suite devenu l'original de cette série d'histoires des origines d'un serial killer, Michael Myers, et ses masques, ses couteaux meurtriers de slasher, genre qu'il a largement contribué à créer. De Rob Zombie à David Gordon Green, avec des bonheurs divers, Halloween est devenu un labyrinthe de redites, de remords, de relances et de répétitions, assez anarchique, ce qui est bien dans l'esprit de Carpenter. Or, Carpenter est un remaker de première, un charpentier. Il a réalisé 2 remakes officiels et ses films sont une litanie de grandes références avouées qu'il remake à sa façon, comme ainsi Rio Bravo avec Assaut, mixé à La Nuit des Morts Vivants. L'extrait ici d'Halloween est long, mais difficile à couper si l'on veut avoir une vue panoramique de la séquence, construite en montage parallèle des espaces des 2 pavillons à très peu de distance, les 2 pavillons des 2 jeunes femmes où se déroule l'essentiel du film, scène dont le pivot est l'effet d'ubiquité et le poste de télévision où est diffusé ce même film que regardent la petite fille et le petit garçon. Or, ce film, c'est The Thing, de Howard Hawks et Christian Ebay. Hawks, que Carpenter met tout en haut de son panthéon personnel. Il se trouve que 4 ans plus tard, en 1982, Carpenter fait le remake bel et bien de The Thing, qui est un film magnifique, devenu plus célèbre et plus estimé que le film initial de Hawks. Remake où l'on voit que tout grand Hawksien qu'il est, Carpenter, dans ses choix de mise en scène, écran scope ou large, couleurs en aplat très contrastées, mouvements lents et découpage précis des décors et des positions dans un espace tout d'horizontalité, en fait, Carpenter est beaucoup plus fordien que hawksien en dernière analyse. Comme quoi, faire des remakes sert aussi à revisiter un univers admiré en se trouvant une mise en scène et une esthétique éloignées de son modèle. C'est d'ailleurs très beau à regarder, et The Thing, avec Kurt Russell, son acteur fétiche, est un des plus beaux films de ce très grand cinéaste qu'est John Carpenter. Son autre remake s'intitule Le Village des damnés, comme s'intitulait le film anglais d'origine de 1960, signé Wolf Rila, cinéaste d'origine juive qui, en 1934, fuit l'Allemagne nazie avec toute sa famille. Pour un adepte sans complexe de l'art de remaker, de recréer, de citer et de se référer, Carpenter est un grand réinventeur, un grand passeur du classicisme hollywoodien, comme Black Edwards dans son genre à lui, la comédie. Carpenter réactualise dans la société de la fin du XXe siècle les obsessions sexuelles, psychiques et politiques qui parcourent celle-ci, son puritanisme hypocrite comme son régime capitalisme de consommation immédiate, voire Invasion Los Angeles, ce grand hommage au petit film de série B, suivant l'avancée des moyens techniques et des effets spéciaux qui se perfectionnèrent à toute vitesse au cours de la fin des années 70, avec George Lucas et sa société Industrial Light and Magic qu'il fonde en 1975. Puis courent toutes les années 80 et 90, la progression des effets spéciaux, encore analogique à l'époque, avant notre millénaire numérique. Et l'univers de John Carpenter a beau remaker et faire rimer les films qu'il réalise avec le cinéma qu'il admire, ce n'est pas un maniériste ni un pasticheur, comme par exemple De Palma, qui lui est plus maniériste et qui a fait le remake de Scarface,
de blow-up à sa façon avec blow-out, et qui, lui, résonne moins en termes de rime et de redite et de remake qu'en termes de doublure, de doublage, voire de doublon et de split screen. Carpenter, plus modeste, est lui un grand recréateur qui recycle classiquement les formes du passé dont il fait les nouveaux classiques. Le principe du remake peut alors être considéré, comme on voit avec cette sorte d'anomalie de The Thing from Another World, le film de 1951, présent comme référence amoureuse dans Halloween, film qui à son tour donnera lieu à une tripotée de remakes, et annonçons dès lors, sans le savoir, et pour cause, le remake de The Thing par le même Carpenter 4 ans plus tard. Donc le principe du remake serait doublement de revoir et, ce faisant, de prévoir. C'est un principe de l'art de répéter les choses au moins 2 fois pour que ça rentre, pour ressusciter et mémoriser à la fois. Prévoir, le flash forward, ce qui fait retour au présent, le remake, et revoir, le flashback, ce qui du passé revient à la mémoire. Le remake peut permettre ainsi de rappeler les choses sans les reproduire, pour tirer quelques enseignements peut-être, et leur faire signe à travers le temps, comme par une sorte d'opération de spiritisme chimique. Le remake fait revenir les esprits en les invoquant, en filigrane ou en palimpseste, en tout cas en principe général de citation directe et d'inscription dans une histoire du cinéma poursuivie et reconnaissante aux œuvres qui ont précédé. Halloween est bien sûr aussi une variation sur Psychose dans son récit et son arène, le lieu, où le pavillon se substitue au motel, avec un haut cri de terreur qui cette fois sera poussé par Jamie Lee Curtis, la fille de Janet Leigh, la Marion Crane du film de Hitchcock. Or, cette fois, Carpenter la sauve et il ne répétera pas le crime d'Hitchcock. Halloween, succès immense, donc, devenu une franchise aux suites multiples, avec de loin en loin Jamie Lee Curtis qui revient à travers les âges en survivante cyclique, avec ses reboots et ses remakes à plusieurs reprises, me paraît l'archétype d'un genre post-hollywoodien et pré-millénial, si l'on veut, qui cumule les qualités de l'avoir été, de ses références, et de l'être devenu, puisque lui-même remaké en plein de petits Halloween et remakant The Thing après coup. Dans son cas, le remake est une histoire qui devient autant qu'elle revient. Je le redis encore, le remake se pose contre la parodie ou le postmoderne ou un certain maniérisme. Le western, par exemple, ne supporte pas l'idée de remake contemporain, sinon par une sorte d'élégie méta désenchantée, par exemple Sunset, Meurtre à Hollywood de Black Edwards en 1988, ou Mort ou Vif de Sam Raimi, 1995, qui ne sont pas des remakes mais des sortes de tentatives tardives. Et, je répète aussi, il aura fallu à Carpenter pour remaker en sous-main le western très célèbre et très grand de Hawks, Rio Bravo, à sa manière, passer par le film d'horreur et de zombies dans Assaut. Le remake pose en vérité moins la question du même, de l'identité et de l'identique, que celle de la ressemblance. Encore cette histoire de miroir et de ses miroitements. C'est l'éternel débat auprès du public. Est-ce ou n'est-ce pas assez ressemblant à l'original, à l'authentique, à un âge d'or en général et à Hollywood en particulier, ou s'agit-il d'une trahison terrible? Alors moi, je vous épargne de citer les pires remakes de nos millennials. Je vous cite un seul qui suffira, d'autant qu'il est par beaucoup très estimé, Suspiria de Dario Argento, remaké par Luca Guadagnino avec Jessica Harper, l'actrice originelle, qui fait un caméo retour en pur clin d'œil à ses poseurs, tout l'inverse du retour, par exemple, de Rita Moreno dans West Side Story. Le remake, c'est pour un film l'opération tardive de se retrouver soudain à au moins 2, duo diptyque ressemblant, et dès lors le fait de, bien ou mal, coexister dans ce couple traversant le temps ou l'enjambant. Jusqu'au dernier saut logique, l'un et l'autre, un film et son remake, coexistent dans le ruban d'une chronologie esthétique et sociale et morale, d'une forme qui se continue et diffère, différence permise seulement par ce principe de ressemblance et de continuité en relance. Le remake relance le jeu, la question, l'affaire du ciné, comme sont relancées les dés des idées du temps qui aura été. Au cours de la traversée, on retrouve donc une même actrice parfois, Jamie Lee Curtis dans les remakes d'Halloween, ou Rita Moreno dans West Side Story, qui font le lien du vieillissement. Le remake mise sur l'oubli aussi. Un film qui n'est plus vu, oublié dans un coin, que nous, le public large, les plateformes, les rétrospectives, les cinémathèques, les festivals, auraient oublié de revoir.
Le remake permet de se rappeler au souvenir, à notre bon ou mauvais souvenir de ce film oublié. Il existe cette proximité qu'il faudrait creuser entre l'idée de remake et de revoir un film, ce plaisir incomparablement cinéphile, chaque fois autrement, en boucle mémorielle de ce qui nous a laissé une trace et de ce qui est tombé dans l'oubli. Le remake permet de passer et de penser de lointain en lointain que rapproche un court-circuit temporel, autorisant une aura alors peut-être, et en tout cas une étude alors de proche en proche, pour reprendre Benjamin, où les films à distance établissent un dialogue vivant entre eux, en va-et-vient nécessaire entre deux copies non conformes, dont on peut suivre l'évolution technique des effets spéciaux, par exemple, analogiques puis numériques, et sans doute via IA dorénavant, grâce à ce continuum du remake. Black Edwards, de son côté, à sa génération antérieure, lui c'est un vrai grand tardif hollywoodien, voire attardé peut-être, comme James L. Brooks et quelques grands comme ça qui se foutent pas mal de ne pas être à la page selon les critères admis. Edwards en a usé de la même façon que Carpenter, et il a fait quelques remakes officiels ou secrets. Outre Victor Victoria, il y a eu L'homme à femme, qui est le remake du film de Truffaut, L'homme qui aimait les femmes, et il y a Switch, Dans la peau d'une blonde, qui est un remake caché, moi ça m'a frappé le jour où j'ai découvert le film il y a quelques années, de Turnabout, Changeons de sexe, 1940, une des rares réalisations du producteur du muet burlesque Hal Roach, donc tourné en 1940 avec Carol Landis, John Hubbard et Adolphe Menjou. C'est un film hyper édouardsien, avant la lettre, qu'il avait forcément vu. Et enfin, je tiens Mickey et Maud de Black Edwards comme, sinon un remake caché, au moins une variation très consciente et tout aussi vécue de L'amour l'après-midi de Romer. Je reviens à Benjamin. Je rouvre les guillemets. Il convient d'illustrer le concept d'aura proposé plus haut pour les objets historiques en l'appliquant aux objets naturels. Nous pourrions définir l'aura comme l'apparition unique d'un lointain, aussi proche soit-il. Parcourir du regard un calme après-midi d'été, une chaîne de montagnes à l'horizon ou une branche qui projette son ombre sur celui qui somnole, cela veut dire respirer l'aura de ces montagnes et de cette branche. Cette description a l'avantage d'identifier facilement ce qui conditionne socialement le déclin actuel de l'aura. Celui-ci est dû à deux circonstances, l'une et l'autre liées à l'importance croissante des masses dans la vie actuelle. En effet, rapprocher de soi les choses spatialement et humainement est pour les masses actuelles un désir tout aussi passionné que leur tendance à vaincre l'unicité de tout donné en recevant sa reproduction. Chaque jour se fait plus irrésistiblement sentir le besoin de rendre l'objet possédable par une proximité toujours plus intime, dans une image, mieux, dans une illustration, dans sa reproduction. Et il est évident que la reproduction, telle que le journal illustré et les actualités hebdomadaires la mettent à disposition, se distingue de l'image. Unicité et durée sont dans celle-ci, l'image, étroitement imbriquées, autant que la fugacité et le caractère répétitif le sont dans la reproduction. L'extraction de l'objet hors de son enveloppe, la destruction de son aura, consiste la marque d'une perception dont le sens pour ce qui est semblable dans le monde s'est accru au point que, par la reproduction, elle annexe aussi l'unique. Ainsi se manifeste dans la sphère de la contemplation ce qui, dans celle de la théorie, apparaît d'une importance croissante, soit la statistique. L'alignement de la réalité sur les masses et des masses sur la réalité est un processus d'une portée illimitée, tant pour la pensée que pour la vision du monde. Ça, c'est la fin du chapitre 3 qui enchaîne dans l'essai avec le chapitre 4 où il écrit « L'unicité de l'œuvre coïncide avec son intégration dans la continuité de la tradition. À dire vrai, cette tradition elle-même est quelque chose de totalement vivant, d'extraordinairement changeant. Une statue antique de Vénus, par exemple, se trouvait dans un autre contexte de tradition chez les Grecs, qui lui vouaient un culte, que chez les clercs du Moyen-Âge, qui voyaient en elle une idole maléfique. Pourtant, ce qui se présente de la même façon aux deux, c'est son unicité, en d'autres termes, son aura. Le mode originaire d'intégration de l'œuvre d'art dans le domaine de la tradition trouvait son expression dans le culte. Puis, le culte profane de la beauté, institué à la Renaissance pour dominer durant 3 siècles, fait clairement apparaître ses fondements une fois sa période achevée, à l'occasion du premier bouleversement majeur dont il fut l'objet. Quand apparaît en effet le premier moyen de reproduction véritablement révolutionnaire, la photographie, le socialisme naît au même moment. L'art sent venir la crise, devenue évidente après de longs siècles, et y réagit avec la doctrine de l'art pour l'art, qui est une théologie de l'art.
en a alors directement découlé une théologie négative sous la forme de l'idée d'un art pur, refusant non seulement toute fonction sociale, mais encore toute détermination par le biais d'un sujet concret. Fermez les guillemets. D'une certaine manière, à l'ère de la reproductibilité technique totale, car numérique, viralité en réseau, où tout semble à portée et à disposition, AI et les fac-simili de nos stimuli, le remake représente un acte de discrète résistance en réintroduisant l'idée d'une finitude à l'intérieur de notre monde de multitudes, d'informationnel infini et du séquençage de la vie, des séquences neuronales artificielles et des poids informatiques au sein du traitement actuel des data par milliards pour nourrir l'algorithme, des infos et des données à l'interconnexion des RNN, les dits réseaux de neurones récurrents. Et oui, je n'y suis pour rien, mais leur nom, c'est bien RNN. Le remake, lui, tout humblement et à toute petite échelle de production, réintroduit l'idée d'original, mais même second. Un original secondaire, mais un original quand même, qui rompt avec la série infinie des données disséminées pour nourrir la matrice des IA. Le remake, y compris s'il en existe plusieurs, comme par exemple les 4 versions de Une étoile est née, instaure toujours une limite, un cran d'arrêt, qui de fait en définit la rareté. On ne peut imaginer un nombre infini de remakes où en ce cas on change de nature de recréation et de reproduction pour basculer dans l'idée d'un déferlement du même. Ainsi, du monde techniciste outillé jusqu'aux dents des IA, avec la menace et la probabilité benjaminienne, dirons-nous, d'une nouvelle tragédie à venir, reproduite et en imitation déréalisante de nouvelles techniques de représentation. Soit la perception neuve que ça induit et le rapport de plus en plus indiscernable entre réalité et fake, entre image autogénérée et une image enregistrée d'un réel, comme le philosophe l'avait vu venir, mais à moitié compris, que le cinéma en tant qu'art n'était pas l'ennemi, mais qu'il pouvait le devenir en tant qu'outil aux mains d'industriels et de propagandistes de tout poil, nazis, fascistes, capitalistes, communistes, impérialistes, aujourd'hui devenus les nouveaux ariens de la force, les masculinistes et les transhumanistes, prosternés devant leur idole nouvelle, l'IA. À la limite, la préférence de Walter Benjamin allait à ce qu'une œuvre tombe dans l'oubli ou disparaisse dans son aura sacrée, plutôt qu'elle ne tombe dans la reproduction infiniment techniciste qui ruinait tout, à commencer par l'authenticité. Lui ne voyait pas encore, les fakes de la reproduction par IA, de nos avatars éthérés et des deepfakes de nos vies décalquées, mais déjà les faussaires du cinéma qui se permettaient d'imiter la vie, de la reproduire industriellement par l'enregistrement photosensible, ce procédé nouveau d'enregistrement technique et lumineux. Il a alerté du danger probable et des moyens apportés via, entre autres choses, un art industrialisé et contrôlé. Je rappelle que 1935, quand il rédige son essai, c'est aussi l'année du triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl et de cette grandiose mise en scène des foules fanatisées, destinée à être vue dans une reproductibilité inédite de l'œuvre par un public pas encore viral, mais des masses amassées dans les salles de ciné. No further comment. Passons à une autre tragédie, plus proche de celle des héros grecs ou des amoureux de Shakespeare, et voici l'extrait promis tout à l'heure, des ruines et des pots de peinture.
Juste pour rappeler qu'en 61, ce n'est pas des pots de peinture, c'était des ballons de basket qui s'échangeaient. Donc c'est l'ouverture de West Side Story de 2021 par Steven Spielberg, qui est un film sur le cinéma, avant tout. Un film méta en diable, mais c'est la beauté du diable. Le remake sur les ruines. Des gravats, des paysages de guerre et de pierre dont l'on sort des entrailles armés d'un pot de peinture. West Side Story, c'est une élégie, une poésie des ruines. Les souterrains, les coulisses de la rencontre derrière les gradins du stade changés en salle de bal, l'envers du décor, les éboulis du décor, les échafaudages pour faire du décor un squelette à ciel ouvert. Tout est gris, pierreux comme mort, revenu du passé par petits pans de murs et de couleurs, mais la rouille et le décor désaffecté l'emportent sur le Technicolor, comme le visage de Tony, le héros, resplendissant de coloris, est moins net que le grillage au premier plan à travers lequel il apparaît, et le point est fait sur le grillage, couvert de rouille du terrain vague. Mélancolie et terrain vague à l'âme. Comme si le remake de Spielberg intériorisait de façon assez sublime deux mondes conjoints, les deux temps de chaque univers, l'un ancien, celui de 1961, vieux décor lointain, éteint et écroulé, et l'autre qui tente de le ranimer, de lui redonner quelques couleurs et de le repeindre, puisqu'après la scène se termine sur un mural qu'ils essaient de repeindre du gang adverse. Et le vertige des plongées sur la ville, sur le fleuve, projette un grand jeu d'ombre et de reflets. Le second temps fait retour sur le premier, qui est tombé en ruine, décoloré et lépreux, en même temps que des pans entiers de la mise en scène se rappellent le premier temps glorieux, pimpant, le crépuscule flambant de l'âge classique. West Side Story, en 61, c'est vraiment les derniers feux de Hollywood. Le grandiose de studio peinturluré dans la version de 2021, partiellement restauré par touches et jets de couleurs, laissant le reste de l'image rongé par la rouille, les débris, le passé abandonné aux friches, à la ferraille et à la poussière. Donc ce qui est magnifique entre le make et son remake, tel que Spielberg le réactive, c'est ça. C'est que c'est le même monde, à deux temporalités, l'une morte et l'autre qui la ressuscite, différentes mais coprésentes l'une à l'autre, celle donc du passé du cinéma et des années 50, d'un art hollywoodien sur le tard, et celle du temps qui a passé, aura été des choses et des beautés abîmées. Le remake est donc sublimé en ce qu'il incorpore le premier film en ruine. West Side Story 2021 remet en scène, faisant retour, le cinéma du passé, mais sans gommer le passage du temps. Et il devient sublime en ce qu'il parvient au présent à rendre encore et de nouveau l'exultation de vivre, de chanter et de danser,
d'aimer sur la musique de cette partition géniale de Leonard Bernstein et Stephen Sondheim. Et on a toujours parlé d'ailleurs d'une adaptation de Roméo et Juliette, bien sûr, mais pour moi, West Side Story est au cinéma ce que Carmen est à l'opéra, un tube, un succès jamais démenti et formidable, et aux accents hispanisants aussi, comme on en retrouve la trace. Comme on en retrouve la trace dans Victor Victoria avec la chanson Lady from Seville, que je qualifierais donc cette trace de nietzschéenne, Nietzsche opposant Carmen de Bizet à n'importe quelle œuvre grandiose de Wagner. D'où West Side Story 2021 parvient à faire affleurer dans tout cela, en quelque sorte, la vieillesse des fantômes. Et le retour 60 ans plus tard de Rita Moreno, pour un rôle qui lui permet alors de voir son ancien personnage d'Anita, joué maintenant par Ariana DeBose, être maltraitée et violée, et de crier à 60 ans de distance sa douleur en lui faisant reprendre Somewhere en solo, la chanson, alors que dans l'original, c'était Tony et Maria qui l'entonnaient en chant du cygne, rend le méta du film encore plus métaphysique et enfin bouleversant. Génie du remake, génie de West Side Story, comme à grande distance des années de Elle et lui, etc. Génie de remettre le travail sur le métier, de recommencer pour ne pas en finir avec la source, l'origine. Le remake est l'occasion, dans sa forme de désuétude assumée, de l'inscription dans une historicité qui ne va pas vers le passé, mais au contraire le fait remonter, le fait revenir. Flash forward donc du remake et sa sorte de pirouette anachronique, et non flashback, mais forward, allant de l'avant, par quoi le remake réactive le mouvement du cinéma, le réanime comme un docteur Frankenstein, en l'exhumant de la tombe, l'arrachant au fétiche du passé comme à l'oubli du présent. Le remake, dans sa spécificité atemporelle, se situe donc quelque part à cheval au-dessus du temps, caracolant entre un temps premier et un état second. Le remake de Spielberg, qui a fait, comme on sait, tourner David Lynch en John Ford dans The Fabelmans, est à mes yeux, dans l'émotion rare qu'il dégage, dans ce déchirement de la tragédie harmonieuse et méta qu'il produit, est proche de l'esprit de Twin Peaks The Return, lequel fait lui-même cette expérience proche du remake et de ce qui fait retour en palingénésie de l'œuvre enroulée sur elle-même et sur celle qui la précède. Que ce soit la série initiée en 1990 ou donc la comédie musicale de 1961 de Robert Wise. Pour moi, ce sont des œuvres cinéma, comme il y a des œuvres livres, qui contiennent tout en condensé de ce que peut exprimer un médium et celui qui en a l'outil et l'usage. Ici, le metteur en scène, collectivement avec une troupe, Lynch comme Spielberg. D'ailleurs, Twin Peaks The Return, qui dès son titre indique que le film et la série préalable, leur univers, leurs personnages et leurs acteurs font un retour de piste, qu'est-ce, selon le grand principe lynchien de la boucle, sinon un remaking out, une ultime et répétée déclaration d'amour à ceux qui vont mourir. Tout revient, mais pas seulement. Tout revient et tout redevient possible dans le revenir, les réapparitions de Laura Palmer par cycle, pourtant morte dès le tout premier plan du premier épisode de 1990, forment comme les cycles dantesques, terrifiants et grandioses d'une divine comédie rejouée à nouveau 25 ans plus tard. En effet, ce sont avant tout, West Side Story remakée et Twin Peaks The Return 25 ans après, des déclarations d'amour totales au cinéma. Le cinéma ressemble à une église, comme Maria le dit à Tony, marchant dans le refuge d'un couvent jusqu'à la chapelle où ils chanteront leur union à l'unisson, comme la chapelle dans Elle et lui qui marquait la communion des deux âmes sous un vitrail de couleur à Villefranche. Maria dit « It looks like a church ». Tony répond « It's a museum now ». C'est un musée à présent. En faisant le remake d'un film, d'un classique, Spielberg honore et vandalise le musée à la fois, rend le film crépusculaire tout en reconstruisant sur les ruines de l'aura été. Pas pour un musée comme le Lincoln Center, qui s'apprête à être édifié en gentrification des quartiers pauvres détruits, rouillés et délabrés, mais en chantant les ruines qu'il réenchante par éclats de couleurs, de peintures murales et des décors qu'aveuglent les flares, ces sources lumineuses dans le champ qui créent ces halos particuliers, de l'image magnifique de Janusz Kaminski, le chef opérateur de tous les Spielberg depuis La liste de Schindler. Alors, le remake est peut-être, cet an dernier, sur une nouvelle lancée. J'appelle ça le remaking of, lequel, dans ce rapport au méta, comme le remake de Spielberg,
au film miroir d'un autre film qui le précède avec sa forme et son fond d'époque, réflexivité qui fait résonner entre eux les témoignages aux différents âges de l'histoire du monde et du film, alors cette fois non plus en retour sur l'œuvre, en remake de film, mais en retour sur la création cinématographique même, dans un dialogue en vis-à-vis inédit entre deux travaux, la réalisation d'un autre cinéaste hier et la mise en scène actuelle qui mène l'enquête sur cet autre film du passé et comment ça nous travaille encore. Et je pense là à Nouvelle Vague de Richard Linklater ou Cinquième plan de lâcheté de Dominique Cabrera. Ce dernier état en date du remake comme remaking of, qui associe l'idée du making of qui est au présent parfait, present perfect, de tourner le film du tournage, le making of, et le concept du remake comme retour impur sur l'objet premier, consiste en quelque sorte à revoir et à refaire le film qui a fait le film comme on refait le match, soit donc au moment de son tournage, comme Nouvelle Vague de Richard Linklater, soit à la table de remontage, comme le Cinquième plan de la jetée de Dominique Cabrera. Le remaking of serait comme une enquête réactualisée sur un travail, la production d'un film, son tournage, etc. Il y avait eu quelque chose comme ça, cette même mélancolie heureuse autour d'un film, dans le film de Tony Marshall, Au plus près du paradis, à mon avis, son meilleur, qui revisitait aux côtés de Catherine Deneuve et avec une belle inspiration, dans sa partie américaine, l'amour pour un film comme Elle et lui, c'est-à-dire revisitait un remake, le remake de Léo Macaré de son propre film. Comme Linklater et Dominique Cabrera, à leur manière, le font avec le film de Godard et le film de Marker, dans ce genre nouveau de travail d'enquête sur des fantômes, leur jeunesse retrouvée, qu'ils refaçonnent par ce que je nomme donc le remaking of, travail très beau et assez vertigineux de fourmis détectives qui est tout à l'honneur de leur patience et de leur courageuse modestie. Puisqu'après tout, le remake est au cinéma sa propre mise en abîme, sa part réflexive, minélienne, sa méditation à lui sur le spectacle et ce qu'il produit d'illusions. Par le remake, on voit comme un film a toujours quelque chose, donc, à réapprendre sur lui-même et sur le cinéma. Enfin, voici, comme on a débuté avec les premières, les toutes dernières lignes de l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Voici comment finit Benjamin avec le tourment mondial qui s'annonce. Fiat ars pereat mundus, que l'art s'effectue même si le monde doit périr, dit le fascisme, et comme le professe Marinetti, qui était un écrivain fondateur du mouvement futuriste italien, sectateur du fascisme et d'un art fasciste, c'est de la guerre qu'il attend la satisfaction artistique d'une perception sensorielle métamorphosée par la technique. C'est manifestement la phase ultime de l'art pour l'art. Si jadis, comme chez Homère, l'humanité était pour les dieux de l'Olympe un objet de spectacle, c'est aujourd'hui pour elle-même qu'elle l'est devenue. Désormais, le sentiment de sa propre étrangeté a atteint un point tel qu'elle peut jouir de son propre anéantissement comme d'un plaisir esthétique de premier ordre. Voilà ce qu'il en est de l'esthétisation de la politique que le fascisme encourage. Le communisme, lui, réplique par la politisation de l'art. Ça, c'est la dernière ligne de l'essai de Benjamin. Le remake est, en conclusion, l'art du refaire et du revoir non reproductible à l'infini, qui vient attester que les choses se reproduisent, oui, mais différemment, selon le tempo du monde, les cultures, les pays, l'époque de la confection de l'œuvre et les mœurs d'une société, et qu'avec assez de signaux d'alerte, comme l'a tenté Benjamin, on peut empêcher, en empêchant que ça se reproduise. La fonction du remake est de contribuer à ça, je crois, en rafraîchissant nos mémoires. Quand l'action du film prend place à l'époque qui lui est contemporaine, comme pour Victor Victoria l'année 1933 dans le premier film de Reinhold Schunzel, puis quand l'histoire se déroule en l'an 1935 rétrospectif du remake de 1982 de Black Edwards, sorti enfin du placard, où l'homosexualité cette fois est donnée au principe, presque au premier plan du film, à l'image de Julie Andrews sortant du placard qui fait irruption de la penderie de Toddy, assénant un coup de poing à l'amant gigolo, habillé en homme parce que sa robe loqueteuse a rétréci sous la pluie, on peut mesurer non seulement ce qui a changé de l'époque, mais aussi de ce qu'elle ne censure plus dans les films. Il a tout de même fallu attendre le début des années 80 pour que Black Edwards se lance dans ses variations sur le genre et les sexualités, avec Dans la peau d'une blonde, qui succéda à ce très grand film musical, révérence à Henri Mancini, le compositeur, grand film musical bisexuel, voire pansexuel, si l'on veut, qu'est Victor Victoria dans Le Gai Paris et ses perruques.
Uncle, I've got a little castle in Spain. Won't you come and stay with me? Won't you come and play with me? Won't you come and play with me? Geschmackssache, ne? Doch, sehr hübsch. Sondersee, der uns heute Abend küsst. Und wenn es nicht der eine ist, dann kommt der andere dran. Wer will noch mal, der hat noch nicht. Wo ist der Mann? Ein hübsches Mädchen. Warten Sie ab. Wieso? Das hübsche Mädchen. Mal still. Ein Glück, dass man das nicht verbieten kann. Ein Mann. Ein Mann. Es ist tatsächlich ein Mann. Jawohl, das hübsche Mädchen sitzt hier. Aber mich sieht natürlich keiner. Ein Mann. When you play me the jazz hot, baby, you're holding my soul together. Don't know whether it's morning or night, only know it sounded right. So come on in and play me the jazz hot, baby, 'cause I love my jazz hot. Jazz hot. Brava! Watch this. It's a guy.
Voilà, on a vu toutes les perruques des différentes versions de Victoria, et vous noterez que dans First Girl, le film anglais, le chapeau qu'elle porte ressemble étrangement au bibi de Greta Garbo dans Ninotchka. Alors voilà, bon courage à toutes et à tous pour éviter dans les temps à venir que les tragédies ne se répètent, et même plus comme des farces, mais 2 fois comme des tragédies. Et pour cela, choisissez bien vos remakes, vos avatars et vos AI, vos masques d'Halloween ou les copies jamais conformes que vous vous destinez à vous-même, vos codes moraux et vos outils informatiques bien cachés sous votre make-up et vos perruques. Merci.